Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'History Club, le podcast qui vous raconte toutes les petites histoires qui ont fait la grande. Installez-vous confortablement, nous allons faire ensemble la connaissance du groupe de résistants le plus mystérieux de Belgique, le groupe G. Notre histoire commence dans la nuit du 27 au 28 janvier 1942. Par une nuit froide et sombre, deux hommes tombent du ciel, parachutés. Ces ombres discrètes, ce sont André Vendelen, un agent secret, et son radio, Jean Brion. Ils sont chargés de créer un réseau de sabotage en Belgique pour le compte du Special Operation Executive, le service secret britannique responsable de l'action sur le continent. Rien que ça. Vendelen, ou Tybalt, de son nom de code, va se rapprocher d'anciens camarades de l'Université libre de Bruxelles, où il a étudié le droit. Son objectif ? Créer un réseau de saboteurs, et pour y parvenir, il pense que les personnes les plus à même de réaliser cette mission sont les membres du cercle du libre examen de l'ULB, dit le Librex, un cercle où les idées libérales et socialistes dominent. Mais pourquoi cette université en particulier ? À l'époque, l'ULB est réputé pour être l'un des fiefs de la résistance dans le milieu universitaire. Un endroit où les idées maçonniques et marxistes circulent et sont partagées par la plupart des étudiants et professeurs. Du coup, les Allemands sentent qu'une collaboration avec eux, ça va être compliqué. Alors ils prennent la décision radicale de fermer l'université dès le 25 novembre 1941. Mais ça ne passe pas. La coupe est pleine. Les occupants qui pensaient avoir fait taire un foyer de résistance en fermant l'université ont en fait ouvert toutes les portes à la témérité des étudiants et professeurs. Non seulement ils continuent les cours, mais ils organisent aussi des examens. Et oui, même en guerre, pas de répit. Mais surtout, cette décision renforcera encore plus leur détermination à résister face à l'ennemi. Une résistance qui s'organise dès le début de la guerre, notamment en 1940, où une poignée d'étudiants crée le groupe de surveillance de l'ULB, qui sera ensuite renommé Groupe de surveillance de Bruxelles, mais surtout connu sous le nom Groupe D. C'est un ingénieur de la SNCB, ancien étudiant Marcel Frankson, et ses deux fils, Renaud et Marcel, qui sont doctorants en chimie et étudiants en médecine, qui forment les premiers éléments de ce groupe, qui est alors composé de 13 étudiants et anciens étudiants. Ils commencent par de la propagande clandestine, puis feront du renseignement, et feront même partie d'un réseau d'évasion militaire clandestine. Ils vont commettre une série d'attentats et une mission de harcèlement militaire nommée Othon, mais qui, lui, sera l'objet d'un nouveau podcast. Revenons à notre groupe G qui commence à prendre forme. Si Vendelen le quitte le temps de remplir d'autres missions, il sera rejoint par certains professeurs, comme Jean Lamère et Pierre Boudou. André Vendelen revient en 1943, parachuté une deuxième fois, pour apporter du matériel et de l'argent nécessaires à des missions de plus grande envergure. Car entre-temps, le groupe G s'est structuré et renforcé sous la direction de Jean Burger, un ingénieur bruxellois qui sera nommé premier commandant national du groupe. Mais qui dit résistance, dit aussi nom de code. Mais tiens, en fait, si vous étiez résistant ou agent secret, quel serait votre nom sous légende ? L'ingénieur bruxellois, lui, choisit comme nom de guerre Fernand Gérard, d'où le nom de l'organisation Groupe G, comme Gérard. Malin, non ? Ils vont entamer alors plusieurs actions de sabotage. Mais le principal enjeu pour Burger est de frapper fort, mais ne pas non plus provoquer de représailles ni de dégâts trop graves. Il faut rester efficace. C'est donc les voies de communication ferroviaire, fluviale et l'approvisionnement d'énergie qui seront visées. Mais toujours dans un timing vraiment très précis, avec des objectifs toujours très ciblés. Ils ne seront donc pas considérés par les Allemands comme un groupe de terroristes, même si les membres sont armés. S'ils le sont, c'est toujours dans le but de se protéger et de se défendre pour mener à bien leur opération.
Ils ne seront pas non plus considérés seulement comme un groupe de sabotage, puisqu'ils sont aussi très actifs dans le renseignement. Ils obtiennent par exemple des informations telles que les dates ou encore des lieux, des ponts que les nazis projetaient de détruire, ce qui est vraiment très utile. Ils font alors tout ce qui est possible pour nuire au maximum à l'occupant et les empêcher de profiter des ressources du plat pays. Le groupe au début était vraiment très restreint, mais au fur et à mesure du temps, plus de 4000 personnes vont collaborer avec eux, de près ou de loin. D'ailleurs, le sabotage intérieur pouvait prendre plusieurs formes. De la destruction pure de rails de chemin de fer, à la grève des ailes d'employés d'une usine qui la font tourner au ralenti. Mais l'un de leurs plus grands faits d'armes aura lieu le soir du 15 janvier 1944. On va appeler ça la Grande Coupure. Un groupe d'agents a pour mission d'abattre un maximum de pylônes dans la zone du borinage. Et au total, ils arriveront à en abattre 28. Ce qui aura pour effet de perturber un maximum d'usines pratiquant l'effort de guerre, ou encore en perturbant des moyens de communication. Les effets de cette opération se feront sentir à la Louvière, à Court-Saint-Étienne, Charleroi, Namur et même dans la région de Liège. Si une grande partie du pays est touchée par les coupures d'électricité, ils ont touché aussi le bassin rhénan, en Allemagne même. Une énorme réussite. Mais vous vous en doutez, de telles actions ne peuvent pas rester sans réaction de l'ennemi. Les Allemands traquent les membres et arrêtent leur chef, Jean Burger, en 1944. Ils essaieront de lui faire cracher le morceau, par la menace, mais aussi par la torture. En vain. Il sera envoyé dans les camps de Brennung et Buchenwald, où il sera pendu. Il était âgé de 27 ans. Malgré la perte d'effectifs ou de divers coups durs qui les frappent, l'organisation reste encore et toujours debout, prête à défendre les idéaux qui les animaient depuis le début. Un nouveau chef prend la relève, il s'agit de Robert Leclerc, nom de code Freddy Verlinden, un professeur de Morlanway, ancien élève de l'ULB. Il va restructurer le groupe G à l'image d'une véritable armée. Il en sera le commandant national, de 1944 jusqu'à la victoire et la libération. Les membres du groupe G ont démontré un courage et une abnégation exceptionnels. Mais cette témérité aura pour coup le sang de près de 20% des 4046, soit plus de 800 membres de l'organisation. Au lendemain de la libération belge, en automne 1944, Robert Leclerc dissout le groupe G. Il y a aujourd'hui un square au sein du campus du Solbosch de l'Université de Bruxelles où l'on peut venir rendre hommage, mais aussi se rappeler des valeurs que le groupe G nous a transmises. Dans ce square, il y a une statue qui a été érigée en 1996, où vous pouvez lire « En hommage aux résistants du groupe G et à tous ceux qui, au-delà des barrières idéologiques, se sont levés contre la négation de l'homme et le silence imposé à la pensée humaine. » Un message plus important que jamais. C'était History Club, à bientôt.